Donc nous attaquons le 5e cours consacré à la République. Je ne parlerai encore pas de la République aujourd'hui. Par contre, je vais commencer à vous parler de Phèdre. Il y a 2 semaines, nous avions vu que dans Ménon, j'avais encore un peu parlé la dernière fois, maintenant j'en parle plus, la dernière fois que je vous en parle. Dans Ménon, je vous disais la semaine dernière, au cours dernier, qu'il y avait encore 2 interprétations possibles de la question de ce que signifie anamnésis, ou de ce qui signifie, même plus généralement, le fait que Socrate en appelle à la tradition tragique du mythe de Perséphone, c'est-à-dire au fait que certains des prêtres et des prêtresses disent que l'âme serait immortelle. Cette référence-là, donc, au monde tragique, au monde mystagogique, qui est en principe l'ennemi de la philosophie. Il ne faut jamais oublier de le rappeler, hein. En tout cas, de la philosophie de Platon en particulier. Eh bien, on peut en donner 2 interprétations. Dans le dialogue Ménon, il y a encore 2 choses qui sont tout à fait possibles, je veux dire qui sont compatibles avec le texte de Platon. Soit on s'en tient à la mythologie de Perséphone, qui fait appel à l'immortalité de l'âme pour faire face à l'aporie de Ménon, et faute de pouvoir faire autrement. C'est-à-dire, je dis, en dernier ressort, je m'en rapporte au mystagogue, voilà. Voilà une réponse que je peux te faire si tu veux absolument une réponse, et il faut une réponse, parce que ta question est une vraie question, ton aporie est un vrai problème. Ça, c'est le point de vue de Socrate, à mon avis. Et je pense que ce dialogue, personnellement, je crois que ce dialogue a vraiment eu lieu. C'est-à-dire que Socrate a vraiment été confronté à cette aporie, etc., de toute façon, qui était un lieu commun de la sophistique. Ou bien, on peut donner une deuxième interprétation, c'est la mienne, celle que j'avais présentée comme la première, d'ailleurs, l'autre fois. On peut interpréter ce discours de Socrate depuis des possibilités conceptuelles qui, à l'époque de Platon et de Socrate a fortiori, étaient encore inaccessibles très largement, et qui permettent de traduire la référence à l'immortalité, à la référence à la mythologie tragique, dans un langage qui est celui de l'individuation, c'est-à-dire du philosophe Gilbert Simondon. Le langage de l'individuation, dont Simondon d'ailleurs dit lui-même dans l'individuation psychique collective, que les philosophes n'avaient pas pu l'adopter parce qu'il leur manquait cette conception, le concept il leur manquait un concept, qui était le concept de métastabilité. Je vous présente, voilà, ça je l'ai découvert il y a 2 jours. Vous savez que j'aime bien les spirales. C'est un dessin de Moholy-Nagy, et qui est pour moi un des peintres les plus importants du XXe siècle. Voilà, ça représente une spirale, et vous savez que la spirale, je vous en remontrerai encore beaucoup des spirales aujourd'hui, si j'en montre beaucoup, c'est parce que on en voit dans le Cher, là, à 3 km d'ici à vol d'oiseau, ce sont des tourbillons, et un tourbillon, c'est une forme métastable, c'est une réalité métastable. Si on suit Gilbert Simondon, les Grecs n'arrivent pas encore à penser les tourbillons. En tout cas, avec les concepts qui viennent de la thermodynamique et puis finalement de la mécanique des fluides, etc. Et Simondon dit, depuis la théorie thermodynamique, il faut revoir tous les concepts de la philosophie depuis Platon et Aristote. Et je crois qu'il a raison. Sur ce plan-là, je suis un simondonien déchaîné. Je m'appelle parfois comme ça. Cela étant, ce que je soutiens, c'est que la théorie de l'individuation de Simondon, et particulièrement ce qu'il appelle la théorie de l'individuation psychique, c'est-à-dire de la façon dont pour lui une âme se constitue, la psyché c'est l'âme en grec, est irréductiblement liée aux hypomnémata, dont je vous ai déjà parlé la dernière fois, dont je vais vous reparler, et qui sont ce que j'appelle, je préciserai ce point tout à l'heure, des rétentions tertiaires. Donc, pour récapituler tout cela, je lis Platon depuis le premier dialogue, Hippias mineur, on considère que c'est le premier, jusqu'au, je dirais, au banquet, et pour une partie à Phèdre. Donc je considère que Phèdre est juste avant la République. Ça se discute, il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec ça, mais je considère que toute cette tranche des œuvres de Platon, il a déjà 50 ans à ce moment-là, passé 50 ans, c'est encore
finalement une philosophie interprétable dans le langage tragique, à condition de traduire le langage tragique lui-même dans le langage de la thermodynamique, de la théorie de la métastabilité, finalement de la physique contemporaine. Parce que ça renvoie aussi ça à la physique quantique. La théorie de l'individuation de Simondon, elle est aussi appuyée sur la mécanique quantique. Après Phèdre, ou dans le cours de Phèdre, on va le voir aujourd'hui, on va commencer à le voir aujourd'hui, Platon pivote. Il pivote, il se renverse. Cette face qui m'intéressait révèle un mauvais côté selon moi, un très mauvais côté qui va conduire à ce que j'appelle, en reprenant à mon compte en partie une thèse de Heidegger, le revirement de la République. Ce que nous essayons de comprendre dans ce cours, cette année consacrée à la République, c'est comment et pourquoi a eu lieu ce revirement. Et quelles en sont les conséquences. Alors ce que nous avions vu il y a 2 semaines, c'est que la référence à Perséphone, dans Ménon, avait pour but de rendre compréhensible, selon mon interprétation, comment du non-vécu peut constituer du vécu. C'est-à-dire comment quelque chose que je n'ai pas vécu peut constituer ma façon de vivre. Et comment ce non-vécu peut et doit constituer non seulement ma façon de vivre, mais un facteur de vérité. Une vérité qui est conçue par Platon, en tout cas le premier Platon, comme anamnésis, c'est-à-dire comme reviviscence de ce qui, ayant été vécu avant moi et étant devenu mort, revit en moi. Ça, c'est une thèse que reprendra Husserl, très importante dans sa théorie de la géométrie, lorsqu'il dira qu'un bon géomètre, c'est celui qui fait revivre les axiomes, les intuitions originaires de la géométrie en lui. S'il ne réactive pas, c'est Reaktivierung le terme allemand, la réactivation, s'il n'y a pas une réactivation de la vérité originelle de la géométrie dans le travail d'un géomètre, alors c'est pas un géomètre. C'est tout ce qu'on veut, peut-être un très bon ingénieur, un très bon architecte, tout ce que vous voulez, un très bon applicateur, mais c'est pas un géomètre. Platon généralise ce point de vue. Enfin, quand je dis, je ne vais pas dire qu'il généralise le point de vue Husserl, puisque Husserl vient après lui. Encore que, il y a des gens, comme vous le savez, qui disent que finalement, l'avenir est derrière nous. Bon, mais ça, c'est... Je laisse de côté ce problème qui nous compliquerait la vie. Platon généralise cette idée que, comme en géométrie, toute vérité, vérité dite apodictique, doit conduire à la réactivation de son origine. Et évidemment, si je m'attache à la question des hypomnématas, c'est parce que je soutiens avec Husserl qu'il n'y a pas de géométrie sans écriture, sans hypomnémata, sans ce que j'appelle des rétentions tertiaires. Et que c'était un type particulier d'hypomnémata, l'écriture, donc la trace alphabétique, qui rend possible la géométrie. Et je pense que c'est vrai de l'aletheia en général, de la vérité au sens des Grecs. Alors, l'analyse en termes d'hypomnémata, au sens que nous avions trouvé dans le dictionnaire Bailly, vous vous en souvenez, il y a 15 jours, les hypomnémata qui sont des rétentions tertiaires, lesquelles rétentions tertiaires donc rendent possible ce que je représente ainsi, c'est-à-dire cette spirale. C'est ce qui permet de supporter la grande spirale. Les hypomnémata, c'est ce qui permet de supporter la grande spirale. Ce qui est supporté par la grande spirale, c'est ce que j'appelle les rétentions secondaires collectives. Il y a des rétentions secondaires collectives. Alors j'ai précisé pourquoi, tout à l'heure, j'appelle ça des rétentions secondaires. Les rétentions, c'est ce qu'on retient. Je dirai tout à l'heure pourquoi je les appelle des rétentions secondaires. Ce n'est pas un terme qui vient de moi, mais de Husserl. Et je les appelle collectives, si vous voulez, on va dire des souvenirs collectifs, tout simplement. Une rétention secondaire, c'est un souvenir, en fait. Donc il y a des souvenirs collectifs, il y a des choses dont nous nous souvenons collectivement. Vous êtes d'accord? Le Père Noël, le petit Jésus, Socrate, Sarkozy, etc. On s'en souvient, tous, on s'en souviendra de Sarkozy.
Mais tout ça, c'est supporté par des hypomnématas. La télé aujourd'hui pour M. Sarkozy, le livre pour les évangiles du Christ, etc., etc. Le Père Noël, ça c'est Coca-Cola, les bandes dessinées, les dessins animés, pardon. Voilà. Et oui. Ah mais il n'y a pas que tout n'est pas mauvais là-dedans. Hein. Même dans le Père Noël d'ailleurs, il y a des choses. Je vous recommande de regarder un film qui s'appelle Miracle dans la 47e rue sur Santa Claus. C'est vraiment un film intéressant. Alors, à la fin du cours précédent, j'ai soutenu que la mémoire non vécue, dont nous avions vu donc avec Bailly que par exemple le monument, l'église d'Épineuil, les maisons même en général, sont des souvenirs, des mémoires non vécues. C'est pour ça qu'on en hérite d'ailleurs. Hein. C'est pour ça qu'il y a des notaires qui disent attention, ce souvenir-là, il est pour lui, il est pour elle, etc. C'est important ces processus-là hein, de transmission. Cette mémoire non vécue qui supporte ma mémoire vécue et dont la société a absolument besoin, que ce soit un totem, un monument aux morts, un livre ou la télévision, on ne peut pas s'en passer. Hein. Une société humaine ne peut pas se passer de cela. Et à travers cela, les hypomnématas qui sont des traces de vie d'autres mortels, des traces de vie d'autres mortels, c'est ce qui constitue le fond mnésique à travers les traces de ceux-là qui, au sens des Grecs, sont des héros. Je les ai appelés des inoubliables. Les inoubliables, dont je redis pour ceux qui n'étaient pas là autrefois, qui est sur ce petit montage, il y a Hésiode, il y a Homère, il y a des représentations bien entendu, hein. Il y a Orphée, il y a Socrate, Léonie, Frédéric et Janine, qui sont nos grands-parents. Il y a des inoubliables pour certains, pour vous, c'est pas les Frédéric et Léonie ne sont pas des inoubliables pour vous, ni même pour Caroline, elle ne les a pas connus, mais pour moi, oui. C'est d'ailleurs pour ça que ma fille Elsa a un second nom, c'est Léonie, le nom de ma grand-mère. Parce que les êtres qui ont existé continuent à consister dans l'esprit de ceux qui les ont aimés, etc. Voilà. Et c'est ça, la mémoire aussi non vécue, hein, qui se transmet à travers les noms, comme Léonie, mais aussi à travers les objets, à travers toutes sortes de choses, plus ou moins. Tout le monde connaît Socrate. Celui qui est au milieu, là, tout le monde connaît. Vous pouvez aller à Pékin, à Sydney ou à Johannesburg, tout le monde connaît Socrate. Tout le monde ne connaît pas Léonie, et beaucoup de gens ne connaissent pas Hésiode. Voilà. Y compris en Europe, y compris en Grèce aujourd'hui. La pauvre Grèce, qui a été tellement bousillée. Alors, ces inoubliables, ce sont des héros. Les héros, au sens strict, hein, au sens strict que ce mot de héros a chez les Grecs. Les héros, ce sont ceux qu'on n'oublie pas. Voilà. Évidemment, c'est toujours par rapport à certains. Hein. Il y en a qui oublient. Mais il y a aussi des héros que personne n'oublie. En tout cas, chez les Grecs, personne n'a oublié, par exemple, Homère. Hein. Tout le monde connaît Homère en Grèce antique. Peut-être pas les esclaves, mais les esclaves, ce ne sont pas des gens de la société. Mais dans la société, si on ne connaît pas Homère, on ne peut pas faire partie de la société, tout simplement. Ça n'existe, c'est pas concevable. Eh bien, ce statut des inoubliables, de ceux que les Grecs appellent les héros, qui constitue le fond mnésique, j'en avais beaucoup parlé l'année dernière dans 2 cours que j'avais consacrés à Vernon et à l'anamnésis, et à l'oubli, et aux poètes, les poètes qui volent l'invisible, disait Vernon, et on s'appuyait sur des textes d'Hésiode, etc. Eh bien, c'est ce que la République de Platon va oublier. Qu'est-ce que va oublier Platon ? Les inoubliables. Le fait qu'entre les mortels et les immortels, il y en a qui ne sont ni à proprement parler mortels, parce qu'ils reviennent, mais qui ne sont pas pour autant des immortels. Ils sont les inoubliables, on les appelle les héros. La République va les faire passer à la trappe. Et c'est en cela qu'elle constitue un revirement. Alors je préciserai tous les enjeux d'un tel revirement tout à l'heure. Hein.
avant ce revirement, avant que ça n'arrive, ce revirement, parce que Platon va jouer un rôle fondamental dans l'histoire de la Grèce, à travers Platon, Aristote et leurs nombreux élèves, étudiants, la Grèce va se transformer. Hein. Donc ça va avoir des conséquences énormes. La culture grecque va se transformer à travers ces philosophes. Mais avant ce revirement, avant cette transformation, ça n'est que sur le fond de la culture des dieux immortels et des héros mortels, qui deviennent des quasi inoubliables et donc qui sont proches des immortels sans être vraiment des immortels, qui restent des mortels, on va le voir tout à l'heure à nouveau, et qui apprennent d'ailleurs en tant qu'inoubliables aux mortels à vivre dignement leur mortalité, c'est-à-dire à ne pas chercher à sortir de leur mortalité, à se prendre pour des dieux en l'occurrence. Hein. C'est, selon moi, en fonction, enfin par rapport à cette culture, qu'il faut interpréter la référence à l'immortalité dans Ménon, où Socrate déclare que les poètes, les prêtres et les prêtresses, vous vous en souvenez, disent que l'âme est immortelle et que tantôt elle sort de la vie, qu'on appelle mourir, et tantôt elle y rentre de nouveau, mais qu'elle n'est jamais détruite. Comme ça, je crois, il faut interpréter cela. Cette référence à l'immortalité est requise, sinon réquisitionnée, disais-je tout à l'heure, pour expliquer le fait que les essences, que l'on appelle les eidae, l'eidos, les eidae c'est le pluriel de eidos, eidos dont la racine est eidolon, il faut dire, eidolon. L'eidolon, qu'est-ce que c'est? C'est le fantôme. En grec, l'eidolon, ça veut dire d'abord le fantôme, le revenant, le spectre. Et c'est le même radical que eidos, qui veut dire donc essence, par exemple, l'essence de la vertu. Vous vous souvenez, dans le Ménon, on avait étudié l'essence de la vertu. L'essence de la vertu, c'est l'eidos de la vertu. Qu'est-ce que c'est que l'eidos de la vertu? L'essence de la vertu, c'est l'unité de toute la diversité des cas possibles, de toutes sortes de vertus possibles. Donc nous avions vu que cette vertu générale n'existe pas. On ne la trouve nulle part. Personne n'est absolument vertueux. Et n'intègre toutes les dimensions de la vertu. C'est impossible, c'est inconcevable. Mais en même temps, ce qui fait que, c'est ça l'aporie de Ménon, hein, c'est qu'est-ce qui fait que je peux reconnaître que telle ou telle chose est vertueuse? C'est parce que j'ai une idée de la vertu en moi, qui n'existe pas, mais qui consiste, comme je dis. Eh bien, ces eidae, ces essences, ce sont des visions, des apparitions, des revenances, des espèces de fantômes. Des espèces de fantômes. Je vais revenir sur ce point, je vais le développer tout à l'heure. Cette idée de la revenance, donc vous voyez, hein, qui veut dire fantôme, mais qui veut dire aussi image d'un dieu, idole, fantôme des morts, mais aussi image réfléchie, miroir, réflexion, d'où imagination. Eh bien, cette idée de la revenance de l'eidolon, du spectre, du revenant, est gardée dans la notion d'eidos, qui désigne d'abord l'aspect extérieur. C'est ce qu'on dit toujours, hein, l'eidos, c'est la manière dont la chose m'apparaît par son aspect extérieur, mais qui veut dire aussi, l'eidos, la forme propre à une chose, d'où l'essence, la catégorie sous laquelle on classe. Ça existe toujours en grec moderne, eidos, c'est devenu une insulte. Eidos, ça veut dire espèce de con. Voilà, par exemple, on dit eidos, mais ça, c'est complètement disparu du langage noble, mais c'est devenu une espèce de façon de parler vulgaire. Donc l'eidos, ça désigne d'abord l'aspect extérieur, ensuite l'essence au sens de la catégorie, du genre. Par exemple, la vertu est une catégorie ou un genre. La vertu, c'est la catégorie qui rassemble sous elle toutes les vertus. Ce que Kant appellera plus tard le concept de l'entendement. Cette idée de revenance est donc gardée dans la notion d'eidos parce que la forme propre d'une chose, comme dit la définition de Bailly ici, c'est ce qui revient dans tous les cas de cette chose. Dans tous les cas, que ce soit ma maman qui est vertueuse, Périclès qui est vertueux, le capitaine de bateau qui n'abandonne pas son navire qui est vertueux, c'est la vertu qui revient. C'est la revenance de la vertu. Donc, de ce point de vue-là, l'essence vient hanter tous les cas dont elle est l'essence, si vous voulez. Et c'est ça qui permet à Ménon de donner son essaim d'exemple de la vertu, son essaim, comme dit Socrate.
Autrement dit, cette revenance est ce qu'il y a de spirituel dans les sens. Mais je prends le mot esprit, spirituel au vieux sens du mot esprit, c'est-à-dire au sens où il y a des esprits. Dans la société tragique, il y a des démons, daimones, qui, y compris, hantent l'âme de Socrate. Socrate n'arrête pas de dire, voilà, mon démon. Et à un moment donné, il dit, mon démon ne m'a pas arrêté. Vous savez quand est-ce qu'il dit ça? Il y a un dialogue dans lequel il dit, mon démon ne m'a pas arrêté. C'est dans son procès, c'est dans l'apologie de Socrate. Il dit, j'ai dit tout ça parce que mon démon ne m'a pas arrêté. Mon démon ne m'a pas fait signe qu'il fallait que je me taise. Donc je suis allé au bout, et donc je vais boire la ciguë. C'est formidable, ça, quand vous y pensez. Mon démon ne m'a pas arrêté. Mais je vais sacrifier un coq à Asclépios, qui est le dieu du pharmacone. J'y reviendrai. Asclépios, c'est le dieu du pharmacone. Comment je transforme le venin du serpent en remède. C'est le dieu de la pharmacie, sinon des médecins. Même si on voit toujours ça sur les voitures de médecins. Moi, je ne considère pas que Asclépios est le dieu des médecins. Je dis ça à un médecin qui est là dans la salle, parce qu'on dit toujours c'est Esculape ou Asclépios, c'est le dieu des médecins. Non, c'est pas le dieu des médecins. C'est le dieu du poison qui devient remède. C'est pas la même chose. Sinon, il n'aurait pas le double serpent comme symbole, précisément, qui symbolise le sang de la gorgone, qui est à la fois poison et remède, etc. Alors, cet eidos va devenir bientôt, chez Platon, idéa. Il désigne toujours l'aspect extérieur, l'apparence et la forme, comme eidos, c'est un synonyme de ce point de vue-là de l'eidos. C'est un synonyme de l'eidos, de toute façon, mais qui précise quelque chose avec Platon, qui renforce quelque chose, à savoir le caractère classificateur. Principe général servant à une classification d'où, classe, sorte, espèce. Et ça devient un synonyme de l'essence. L'idée, c'est l'essence, c'est Platon. L'idée d'une chose, c'est l'être de la chose qu'on appelle essentia en latin. Essentia, c'est un dérivé de esse, du verbe être. Donc l'idée devient un principe de classification. Alors nous verrons tout à l'heure que la notion de principe, je dis bien, elle devient un principe de classification. La notion de principe va devenir centrale dans Phèdre. Jusqu'à Phèdre, Platon ne parlait pas vraiment des principes. Archaï en grec, au pluriel. L'arché au singulier, les archaï au pluriel. Jusqu'à Phèdre, Platon ne parlait pas vraiment des principes. Ça ne veut pas dire que le mot n'existait pas, il existait chez les présocratiques même. Mais il n'avait pas l'importance qu'il va prendre à partir de là. Principe qui va en philosophie, d'une façon plus générale, va devenir fondamental. Y compris Deleuze, par exemple, dit Hume n'a pas de catégorie a priori, mais il y a des principes chez Hume. Voilà. Et donc c'est pour ça que c'est un philosophe. Donc même Deleuze, qui est pourtant un sacré anti-transcendentaliste classique, enfin un anti-platonicien, reprend à son compte le concept de principe. Pas Simondon. Simondon dira non, il faut se débarrasser de la question du principe, il faut prendre le processus. Il est plus proche ici j'arrive plus à retrouver son nom, un grand philosophe anglais, Whitehead, voilà. Beaucoup plus proche de Whitehead. Alors, nous verrons aussi plus tard, pas tout de suite, pas ce soir, mais dans les prochains cours, pas dans le prochain, mais dans celui d'après, pourquoi la question du principe et de la classification, va jouer un rôle extrêmement important dans le revirement opéré par la République, et dans la République. Et va être finalement le principal problème au sein de la République. Pour vous le dire en deux mots, la République va devenir, le projet politique de la République, ça va être le contrôle des façons de parler, et donc la soumission des façons de parler à une classification donnée par les philosophes, qui diront aux poètes, fermez-la, vous n'avez plus le droit de parler, c'est nous les philosophes qui classifions, et vous devez vous conformer aux classifications. C'est un processus de synchronisation. Alors ça, on va pas en parler aujourd'hui dans le détail de la République, mais par contre, je vais vous en parler beaucoup pour vous dire comment ça peut venir, à un moment donné, à maturité dans la République. Alors avant cela, revenons en arrière. Dans la culture tragique, j'insiste beaucoup sur la culture tragique, j'espère que je ne vous lasse pas, mais c'est très important, parce que cette culture nous est quasi inaccessible à nous qui sommes des monothéistes, qu'on croit en Dieu ou qu'on n'y croit pas. Nous sommes forgés dans une culture monothéiste. C'est extrêmement difficile de comprendre la culture tragique.
Donc j'y insiste à chaque fois, parce que si nous ne revenons pas en arrière par rapport à cette culture pour essayer de comprendre ce qui s'est passé entre le début et la fin de Platon, on ne peut rien comprendre à la philosophie, et aux problèmes contemporains aussi de la philosophie. Donc la culture tragique, c'est une culture poétique. Dans le monde tragique, les poètes sont la référence, ce sont eux les médiateurs qui mettent en relation, par exemple, les mortels et les immortels, à travers les muses, comme on va le voir tout de suite. Comme dans toutes les sociétés traditionnelles, d'ailleurs, où les poètes ne s'appellent pas forcément des poètes, ils peuvent s'appeler des griots ou autrement, ce sont des gens qui sont d'une culture orale, et ce sont des gens de la mémoire, du mnémon. Ce sont eux qui détiennent la mémoire, qui ont la responsabilité de transmettre la mémoire. Tout le monde ne connaît pas la mémoire des mythes, par exemple, au Mali. Hein. Les grands mythes Dogon, si célèbres, grâce à Griot, en France, qui les a analysés de très près, tous les Maliens ne les connaissent pas. Par contre, les griots maliens, eux les connaissent. Et sinon, ils ne sont pas griots. C'est ça qui fait qu'un griot est un griot. Eh bien, c'est pareil pour les aèdes grecs. Les aèdes grecs, je vous l'avais dit dans le cours pour ceux qui étaient là l'an passé, on avait lu des textes de Vernon, de Vindrier, etc. Les aèdes grecs, on les prend tout petits, enfants, souvent ils sont aveugles, comme Homère, et ils apprennent par cœur pendant des années et des années des catalogues de mémoire. Hein. Et c'est à partir de cet apprentissage par cœur, qui est extrêmement dur d'ailleurs, qu'à un moment donné, certains deviennent de grands poètes, puis d'autres... voilà. Pourquoi ça s'est arrêté, ça ? Ah non, c'est le... D'accord. Tant mieux. Ça fait du bien. Ce sont les aèdes grecs, les poètes tragiques, ce sont les garants de l'anamnésis. Ce sont eux qui garantissent que la mémoire sera transmise, la mémoire non vécue. Celle qui fait que je sais, par exemple, qui est Achille, qui sont les Achéens. Vous le savez peut-être plus. Mais les mômes grecs le savent. Et en principe, vous êtes censé savoir qui est Napoléon. Celui qui ressemble à Sarkozy, vous savez. Vous êtes censé le savoir. Est-ce que vous le savez ? Ça n'est plus par les poètes que vous le savez, c'est par l'école. Et l'école va pas bien. L'école va pas bien, ne marche plus. Il y a un truc qui tourne plus rond du tout. Mais une société dans laquelle l'anamnésis ne se transmet plus, il n'est plus possible, l'activation des circuits de construction des possibilités de l'anamnésis ne se fait plus, c'est une société qui va extrêmement mal, qui est en très grand danger. C'est notre société. Donc, dans cette culture poétique, les poètes donnent accès aux revenances et à ce que Vernon l'an passé appelait l'invisible. Ce que j'ai appelé moi-même, il y a 15 jours, le latent. Et si j'ai choisi ce mot, c'est évidemment pas par hasard, c'est aussi parce qu'il sert au traducteur de Freud à traduire l'interprétation des rêves. Le latent étant chez Freud aussi l'inconscient, en tout cas ce qui gît dans l'inconscient. Si gît le latent dans l'inconscient. Mais le latent, ça vient de l'étais. Et l'étais, ça veut dire oublier, ça veut dire oubli. Les poètes, ce sont ceux qui réactivent l'oublié. Il y a de l'oubli, tout part d'un oubli, et à partir de l'oubli, on peut accéder à la l'éteia, c'est-à-dire à la réactivation, à la réminiscence, littéralement parlant, à l'anamnésis. Anamnésis, de ce point de vue-là, est un synonyme d'aletheia. Et pour Platon, c'est évident, comme pour tous les Grecs d'ailleurs. C'est pas une découverte que fait Platon. C'est ce qu'on avait vu l'an passé avec Vernon, c'est la banalité même de la culture tragique. Ces revenances qui surgissent du latent, qui ont été oubliées et qui reviennent, qui sont donc des revenants de ce point de vue-là, et qui sont donc de ce point de vue-là extraordinaires, c'est-à-dire que comme elles reviennent et qu'elles étaient cachées, elles sont extraordinaires. Un petit mot en passant, l'extraordinaire qui revient, c'est ce dont parle Claude François. Ça s'en va et ça revient. Ce sont des chansons. On en a parlé cet été dans l'Académie d'été. Et je vous dis ça parce que c'est un grand poète du XXe siècle, Claude François. Pour beaucoup de gens. Il joue un rôle que Alain Resnais a analysé de très près dans On connaît la chanson. Je vous dis ça grâce à Alain Resnais. J'ai toujours détesté Claude François. Et depuis que j'ai vu Alain Resnais, le film Alain Resnais, j'ai changé de point de vue.
Une parenthèse que je ferme, c'est pour vous dire que c'est compliqué ce que je raconte. Même Claude François fait partie du cours. Donc, c'est compliqué, et si vous voulez, on en reparlera. Quoi qu'il en soit, ces revenances qui s'en va et qui revient, est fait de tout petit rien, comme dit Claude Coclot. Ça ne revient que dans des circonstances exceptionnelles. Ça ne revient que dans des circonstances exceptionnelles et à condition de cultiver certaines de ces conditions. Certaines conditions qui rendent possible ces circonstances exceptionnelles, et les poètes sont ceux qui cultivent ces conditions. Les poètes ont une façon de vivre particulière, ils ne vivent pas comme tout le monde. Ils vivent d'une telle manière qu'ils donnent lieu à la possibilité du retour de l'exceptionnel, de l'extraordinaire. Et ça ne revient que dans un état spécifique. Cet état spécifique, les poètes le cultivent par leur pratique. Vernon nous le disait, par exemple, en se tournant la tête, comme on le voit chez les derviches tourneurs, etc. C'est-à-dire des techniques où on se saoule, où on se met dans des états anormaux. Mais les religieux aussi font ça. Chez les moines ont des pratiques de ce type-là. Et en fait, tous les gens qui ont affaire à l'esprit, à la vie de l'esprit, ont des techniques de soi. Techne to bio, façon de vivre, des techniques de la vie. Ce dont parle Michel Foucault dans un texte que j'ai commenté. Ces états exceptionnels dans lesquels se mettent les poètes, eh bien, un des premiers dialogues de Platon, parfois présenté comme étant le deuxième dialogue de Platon, après Hippias mineur, Ion, que je vous recommande vraiment de lire, c'est un bijou absolument délicieux. Donc, dans ce dialogue, on voit Socrate discuter avec Ion. Qui est Ion? C'est un rhapsode. Un rhapsode n'est pas exactement un aède. Hein. Un aède, c'est vraiment un poète, c'est Homère, c'est un aède. Un rhapsode, c'est pas Homère. Un rhapsode, c'est plutôt une espèce de comédien qui interprète un catalogue. Ça ne veut pas dire qu'il n'improvise pas. Hein. La seule manière d'interpréter les catalogues, c'est l'improvisation. Mais il a un statut, je dirais, plus de saltimbanque que de poète. En tout cas, Ion est un de ces rhapsodes. Le rhapsode est habillé, vous le savez sans doute, d'un manteau de toutes les couleurs, hein, pour attirer l'attention. Mais c'est un vagabond, enfin c'est un nomade. Il passe de ville en ville, il raconte des histoires. Il est très proche d'ailleurs du griot de ce point de vue-là. Hein. Il vit de ce qu'on veut bien lui donner, etc. Et il est habillé d'un manteau de toutes les couleurs, rapiécé, comment ça s'appelle, on dit un patchwork en anglais, mais c'est une rhapsodie, si vous voulez. Hein. C'est une rhapsodie, au départ, ça vient de ce fait que c'est des pièces qui sont collées les unes aux autres, mais c'est aussi sa manière de parler qui est une rhapsodie. C'est-à-dire qu'il pique dans Homère, dans Hésiode, il fait des espèces de santons, si vous voulez, hein, au sens de la poésie qui monte par... on dirait après le XXe siècle, par cut-up, voilà, si on se réfère. Alors, Ion est un rhapsode. Et dans le dialogue qui porte son nom, eh bien, Platon, à travers Socrate, nous parle de l'inspiration poétique. Voilà, un poète inspiré, ça c'est l'allégorie de l'inspiration par Nicolas Poussin. Et cette inspiration poétique, Socrate lui donne un nom, enfin c'est pas simplement Socrate, c'est comme ça qu'elle se nomme chez les Grecs, l'enthousiasme. C'est l'enthousiasme. Le poète, c'est celui qui a la possibilité d'accéder à l'enthousiasme. Cet état particulier d'enthousiasme qu'on n'arrive pas on n'y accède pas comme ça à l'enthousiasme. Il faut précisément se préparer, faut s'y former pendant des décennies, hein, toute sa vie même, on fait y passer sa vie entière, hein, on se consacre à cela. Mais par ailleurs, quand on va faire un spectacle, il faut se mettre dans un certain état d'enthousiasme. Cet état d'enthousiasme s'apparente à l'athée. Vous vous souvenez, l'athée, dont je vous ai parlé il y a 2 semaines encore, et dont j'avais beaucoup parlé l'année dernière, c'est-à-dire ce concept qu'on trouve chez Homère, dans le premier chant de l'Iliade. L'athée, c'est l'état particulier dans lequel se trouve Agamemnon, lorsque, ayant tel comportement, il dit « mais je suis habité par un Dieu ». C'est un Dieu qui me pilote, c'est pas moi. Eh bien, cet athée, c'est une forme de la manichée, c'est-à-dire du délire. Du délire dont nous parle énormément Platon. En particulier dans le texte qu'on a étudié l'an passé, le banquet,
Là où Diotima dit, ça n'est que dans le délire qu'on accède à l'amour, et ça n'est que dans l'amour qu'on accède à la vérité. Ah, mais alors les philosophes sont proches des poètes, ils sont dans un état anormal. Eh bien oui, c'est ce que disait Diotima. Si on n'est pas en état amoureux, on ne peut pas accéder à la vérité. Amoureux en un sens, évidemment, sublimé. Cet état de l'enthousiasme, c'est ce dont parle Jung, donc. Hein, et il parle aussi c'est Socrate là qui est en train de parler, il dit « Ce don que tu as de bien parler d'Homère est une vertu divine. N'est pas un art, c'est mal traduit, hein, n'est pas une technique, il faudrait traduire. C'est idiot de traduire par c'est pas un art. Techné, c'est le texte grec. Je ne vous ai pas apporté le texte grec. N'est pas une techné, c'est une vertu divine. Socrate dit à Jung, c'est parce qu'il y a quelque chose en toi de divin que tu as cette capacité de l'enthousiasme. Et comme vous le voyez, on va y revenir, le poète est ailé. Tiens, mais comme l'âme du Phèdre, l'âme ailée de Phèdre. Tiens. Mais les ailes apparaissent très tôt chez Platon, dans le deuxième dialogue de Platon. Vous voyez ? Ça disparaît ensuite, et puis ça revient dans Phèdre, 30 ans après. 20 ou 30 ans après. Alors, le poète est inspiré par les muses. Voilà une représentation des muses. Les muses sont celles qui transmettent au poète l'inspiration, via Homère et les muses, hein, qui est divine et qui vient des dieux. Hein. Elle est divine, elle vient des dieux, sinon elle ne serait pas divine. Cette vertu divine, qu'est l'inspiration, qui est aussi un enthousiasme, eh bien, elle est semblable à la pierre d'Euripide. Qu'est-ce que c'est que la pierre d'Euripide ? C'est la pierre de Magnésie. C'est-à-dire, c'est en fait ce que les Grecs appelaient comme ça, la pierre de Magnésie, c'est du fer magnétisé. C'est un aimant, l'aimant natif. On trouve parfois dans la nature des métaux qui sont spontanément magnétiques. Et donc, Socrate dit ici à Jung, alors ça c'est très certainement Socrate qui l'a dit, parce que c'est vraiment les tout premiers dialogues de Platon, et les tout premiers dialogues de Platon sont vraiment des transcriptions d'enseignements de Socrate. Socrate dit à Jung, tu vois, quand tu parles si bien, tu es si bien inspiré dans ton enthousiasme, que tu communiques ton enthousiasme à ton public. Et ton public, en sortant de la salle, est lui-même enthousiasmé et va communiquer son enthousiasme à son entourage, etc. Et voilà pourquoi la poésie, c'est quelque chose de bien. Je vous rappelle que Platon voulait être poète au départ. Hein. Il a abandonné ensuite, mais au départ, il ne voulait pas être philosophe, il voulait être poète, comme la plupart des jeunes Athéniens d'ailleurs. Il n'y avait rien de plus prestigieux qu'un poète dans cette société-là. C'était merveilleux. Sophocle, Homère, Échille, Hésiode, c'était colossal. Hein, des êtres colossaux. Il y a une chaîne magnétique, donc, comme la pierre de Magnésie qui communique, un anneau magnétique communique à d'autres anneaux métalliques son magnétisme. À vous, alors, il décrit là, il dit, vous prenez des anneaux en métal, vous prenez un anneau en métal magnétisé, vous prenez d'autres anneaux, ils vont tous s'aimanter les uns aux autres. Voilà, tout le monde a fait cette expérience, hein. On fait ça aujourd'hui. Champ électromagnétique, c'est aussi la notion de champ, c'est Simondon d'ailleurs, une notion très importante. Je ferme cette parenthèse. Qui est donc le poète ? C'est celui qui s'attire les uns et les autres, il est attirant. Et il rend attirant. C'est-à-dire que, étant donné qu'il sublime, il vous fait sublimer vous-même, il vous rend désirable. Il relie. Il relie les uns aux autres comme les anneaux sont reliés les uns aux autres. Cette chaîne que forme le poète, eh bien, je pense qu'elle constitue cette spirale. Cette spirale, vous le voyez bien, la grande spirale que vous voyez là, elle relie les autres spirales les unes aux autres. Remarquez ici que le poète, dans Jung, c'est celui qui est mis hors de lui. Les poètes lyriques, comme les corybantes, ne sont pas en possession d'eux-mêmes quand ils composent ces beaux chants que l'on connaît. C'est comme la tête dont je vous parlais tout à l'heure à propos d'Agamemnon. Hein. Il est hors de lui, ce poète. Et il est pourvu d'elle. C'est-à-dire que comme l'âme de Phèdre, il est capable de voler. Il s'envole. Il s'élève, si vous préférez. Hein. C'est ça que ça veut dire. Il s'élève. C'est une figure de l'élévation. Figure-ci à laquelle Mallarmé faisait si souvent référence.
Et on va donc retrouver cette question de l'élévation à travers l'aile dans l'allégorie de l'âme ailée de Phèdre. Alors quand je dis que les revenances ne reviennent qu'à certains, les poètes d'abord, qu'à certaines conditions dans lesquelles il faut être capable de se mettre, et en règle générale, ce sont les poètes à qui ça revient, ça peut arriver à d'autres. Hein. D'autres se mettent à devenir poètes, vous vous souvenez, on l'avait lu ça dans le banquet. Phèdre disait, d'ailleurs je vais y revenir tout à l'heure, Phèdre dans le banquet, c'est-à-dire, parce que Phèdre c'est un personnage réel qui a vécu, et il est dans Phèdre, dans le dialogue qui s'appelle Phèdre, mais il est aussi dans le banquet. Et dans le banquet, Phèdre dit, tomber amoureux rend poète. Donc, on peut devenir poète de temps en temps, hein, même quand on n'est pas vraiment poète, quand on n'est pas poète à plein temps, quand on n'a pas la fonction de garantir la transmission de l'anamnésis. Les revenances ne reviennent qu'à certains, cela dit en règle générale dans la hiérarchie sociale, plutôt dans les fonctions sociales, je dirais, plutôt que la hiérarchie. C'est d'abord les poètes, et puis bientôt on va voir que ce seront les philosophes. Et à un moment donné, Platon va dire aux poètes, tirez-vous d'ici, maintenant ce sont les philosophes qui ont officiellement la fonction anamnésique. Et vous les poètes, dégagez de la cité, car je vais vous dire pourquoi, vous êtes des gens malsains et dangereux. L'anamnésis que vous nous proposez n'est pas une bonne anamnésis, d'une certaine manière. Au moment où les poètes où les philosophes seront devenus les gens de l'anamnésis, ceux à qui les revenances reviennent, eh bien, ces revenances ne seront plus présentées du tout comme des revenances, mais comme des idées, les idées de la caverne. Les idées qu'on va chercher en sortant de la caverne. Alors, pour le moment, là où nous en sommes, c'est-à-dire dans la culture tragique, toujours, il faut comprendre que cette façon spécifique de se souvenir qui est propre aux poètes, mais qui peut arriver à d'autres, dans certaines circonstances exceptionnelles, et qu'on appelle la réminiscence, qui est une revenance de ce que je n'ai pas vécu moi-même, et que par exemple Homère avait raconté, et qui me donne donc accès à des choses latentes, c'est-à-dire qui sont cachées pour tout le monde et qui ressurgissent, eh bien, dans le langage que j'affectionne moi, qui n'est plus le langage tragique, hein, qui est le langage de la philosophie contemporaine, c'est ce que j'appelle un potentiel d'individuation. Et je reprends un terme de Simondon. Il y a un potentiel d'individuation dans le latent, dans ce que Simondon appelle le milieu pré-individuel, je reviendrai sur ce point-là tout à l'heure, et quand je m'individue, en tant que n'importe quel individu psychique cette fois-ci, eh bien j'individue une partie de ce potentiel. C'est-à-dire, dans ce potentiel, il y a quelque chose qui était là, qui n'était pas individué, et d'un seul coup, c'est moi qui vais l'individuer. Cette chose-là qui n'était pas individuée et que moi je vais individuer, en tant que je suis telle personne et pas telle autre, hein, Stigler, ça n'est pas, hein, je ne sais pas qui, c'est ce que les Grecs appellent la moira. On dit la moire parfois tout simplement, mais la moira c'est le partage, c'est le lot, c'est ce qui m'est échu. On traduit parfois par les dons d'ailleurs. Et vous savez qu'il y a toute une mythologie de la moira où on distribue les dons dans l'Hadès, etc. Bon, je ne vais pas rentrer dans ce détail, c'est très bien raconté par Jean-Pierre Vernant là aussi. De ce point de vue-là, si on dit que ce qui revient, la revenance, c'est ce qui constitue un potentiel d'individuation, c'est accessible à tout le monde. Oui, à tout le monde, mais plus ou moins. Et par excellence, le poète, c'est le poète dont on avait parlé l'an passé en commentant cette lettre qui est d'Arthur Rimbaud, c'est celui qui s'appelle le voyant et qui incarne l'individuation par excellence. C'est-à-dire celui qui ne transige pas avec la désindividuation. C'est lui qui est toujours, au risque d'en être extrêmement pénible d'ailleurs. Je ne sais pas, vous connaissez peut-être des artistes et des poètes, ce n'est pas des gens toujours faciles. Hein, peut-être casse-pieds, n'est-ce pas? Alors, cette lettre-là, qu'est-ce qu'elle dit? Le dérèglement de tous les sens, c'est archi connu, c'est ce qu'il y a de plus connu dans les lettres de Rimbaud. Eh bien, ça revient à, on n'accède pas à ça dans un état ordinaire. Hein. Il faut passer sur un plan d'extraordinarité. Mais moi, ce que je soutiens, c'est que l'individuation a toujours un rapport à l'extraordinaire, toute forme d'individuation. Le type qui cultive ses petits pois comme ça, celui qui ouvre une partie de foot comme ça, etc., etc. Il y a toujours de l'extraordinaire. C'est ça qui fait que la vie vaut la peine d'être vécue.
Et c'est ce que les poètes sont capables de vous montrer. C'est-à-dire que le moindre balayeur de la rue, ou je ne sais pas quoi, a quelque chose d'extraordinaire. Le moindre coin de votre existence a quelque chose d'extraordinaire. Tous nous avons accès à un fond pré-individuel qui est constitué de souvenirs non vécus par nous. Et ces souvenirs qui n'ont pas été vécus par nous supportent tous nos souvenirs. Par exemple, les mots, tout simplement. Les mots que je suis en train d'employer, eh bien, Freud les appelait des traces verbales. Et j'aime bien rappeler toujours que tous les mots que j'emploie ont un jour été employés pour la première fois. Il y a un jour où, pour la première fois, un mot a été employé. Les mots ne sont pas tombés d'une liste qui aurait été donnée par Dieu le jour de la création, non. On sait au moins depuis le début du XIXe siècle, avec le comparatisme, avec Humboldt en particulier et un certain nombre d'autres, que les mots, les langues ont une histoire, qu'elles se transforment, etc. Et que cette transformation, c'est une forge de symboles, et qu'il y a des gens qui forgent les mots. Et ces gens-là, justement, pendant très longtemps, c'était les poètes. Pendant très très longtemps. Qui avaient un privilège linguistique, si je puis dire, comme on parlerait de privilège de nobiliaire. C'était leur noblesse, si vous voulez. Nous tous, quoi qu'il en soit, nous connaissons des moments extraordinaires. Nous vivons dans l'attente de tels moments, d'ailleurs. Nous attendons des moments extraordinaires. D'ailleurs, si nous n'allons pas très bien en ce moment, c'est que beaucoup d'entre nous pensent qu'il n'y a plus de possibilité d'accéder à quelque chose d'extraordinaire. Et en particulier dans la jeunesse. Et ça, c'est très très inquiétant. Lorsque nous sommes poètes, lorsque nous accédons à de l'extraordinaire, notre rapport au mot, par exemple, en tant que trace partagée par tous, n'importe quel mot, soleil par exemple, tout le monde sait ce que c'est que le soleil. Même ceux qui n'ont pas le mot, les poules par exemple, savent ce que c'est que le soleil, même quand elles n'ont pas le mot. Alors c'est ce que j'ai raison de dire ça. Bon, laissons tomber. Le mot soleil peut perdre son sens. Et puis il peut refaire sens. Les mots, en fait, non seulement peuvent perdre leur sens, mais la plupart du temps ont perdu leur sens. Et puis de temps en temps, le sens revient. Ça s'en va et ça revient. Revenir comme à neuf. Par une pratique du langage qui est toujours tournée vers l'extraordinarité du langage, précisément dans le cas dont parlait Phèdre dans Le Banquet. C'est-à-dire, je tombe amoureux, je me mets à parler, comme on dit, fleurs bleues. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a un joli livre de Raymond Queneau qui s'appelle Les fleurs bleues. On se met à parler fleurs bleues. Le gamin de 13 ans devient poète. Il écrit des poèmes. La petite fille. Ou la jeune fille. Par exemple, celle-ci. C'est le printemps de la mémoire, avais-je dit l'autre fois. C'est-à-dire, dans la mémoire non vécue, qui peut toujours devenir morte. Parce que c'est pas la mienne. Donc je la reçois comme morte, toute cuite en fait, stéréotypée. Eh bien, je peux la réactiver. Et ça, c'est la renaissance du langage, à travers les jeunes filles, à travers les poètes, à travers nous tous en réalité, lorsque nous avons quelque chose à dire. Lorsque nous parlons, les mots reprennent un sens, reprennent couleur, comme on dirait de quelqu'un qui a perdu connaissance et qui tout à coup retrouve un peu de couleur. Lorsque nous parlons, ce qui est rare, la plupart du temps nous blablatons, nous ne parlons pas, alors les mots retrouvent leur fraîcheur native. Ces apparitions, ces visions, ces idées, ces revenances que constituent toutes ces rétentions secondaires collectives, puisque c'est de ça dont je parle, tous ces mémoires communs, tous ces souvenirs communs qui me sont transmis à travers le langage, mais pas simplement le langage, les façons de parler. Par exemple, comme ça au Japon, vous vous rendez compte de ça quand vous allez au Japon, vous voyez par exemple des PDG de grosses boutiques, moi j'en connais, je suis allé à la direction de Sony, vous avez des bons hommes en smoking, enfin pas en smoking, en costume noir avec cravate et tout, bon ils sont vraiment des seigneurs de la guerre capitaliste. Et puis hop, ils font ça. Ça, c'est appelle une façon de vivre. C'est un souvenir commun. Les Japonais ont le souvenir commun d'une certaine manière de dire bonjour. Voilà. Et en fait, tout ce que nous faisons, les moindres gestes que nous faisons sont constitués, conditionnés par tout cela. Je prends le mot conditionné en un sens tout à fait généreux. Tout ça sont des revenances
qui sont liées non seulement au Dieu, et on va le voir tout à l'heure, elles sont liées au Dieu, mais elles sont fondamentalement liées au Dieu, chez les Grecs en tout cas, qui sont un peuple polythéiste, comme on les appelle, mais aussi aux héros, chez les Grecs, pas seulement aux dieux, en tant qu'ils sont des inoubliables, ce que j'appelle des ressources, c'est-à-dire des points sources. Un inoubliable, c'est un point source. C'est une singularité qui a créé quelque chose d'absolument différent de tout ce qui l'avait précédé, et qui ne s'oublie pas grâce à cela, et qui constitue aussi des jalons. Des jalons. Alors c'est Riemann au XIXe siècle en géométrie, c'est Euclide au IIIe siècle avant notre ère en géométrie, mais c'est aussi ma grand-mère pour moi. Pas pour vous, mais pour moi, oui. Et vous, pour vous, des tas de gens que je ne connais pas. Et à travers eux qui forgent ce qui revient, c'est-à-dire ce sont eux qui fabriquent, qui produisent, y compris des recettes de cuisine, eh bien, se transmettent des souvenirs communs. Quant aux dieux, maintenant, parce que là, finalement, je vous parlais des héros. Quant aux dieux, eh bien, les dieux grecs, je parle des dieux grecs, là, ils donnent leur nom aux grandes idées qui régissent la vie collective et qui relient ceux qui partagent cette vie. C'est pour ça qu'on parle de religion. Religio, ça veut dire relier. Par exemple, Dike, dont voici une représentation très ancienne, là, elle se bat avec Adika, c'est-à-dire avec l'injustice. C'est la justice qui se bat avec l'injustice. La déesse justice. Eh bien, la déesse Dike qui est une personne, qui a un D majuscule, un delta majuscule, eh bien, progressivement, son nom, c'est très bien raconté là aussi par Jean-Pierre Vernant, va devenir la justice, c'est-à-dire un nom commun, Dike, qui veut dire règle, usage, manière d'être ou d'agir, coutume des rois, des vieillards, ce qui sert de règle, le droit, la justice, etc., etc. Dike, la justice, qui est aussi le sujet de la République. Politeia, c'est le titre, la République, et le sous-titre, vous le savez, c'est de la justice. Peridikaiou, qu'on traduit aussi parfois par politikos, mais peridikaiou, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire à propos de la justice, traiter de la justice. Voilà. Qu'est-ce que la justice? Il y a un moment qui se situe probablement entre le 7e siècle et le 5e siècle avant Jésus-Christ, où les noms, comme Dike avec une majuscule, qui sont des noms de Dieu, deviennent la justice. Et où les noms de Dieu commencent à être affublés d'un article défini, l'article to, qui est l'article du neutre ici. Les noms divins, Dike, par exemple, vont devenir des noms communs. Et ça, c'est ce que Jean-Pierre Vernant appelle le devenir profane de la société grecque. Profanes, voulant dire public, mais au sens de non sacré, non séparé. Au départ, public, ça veut dire non sacré, non secret. Non secret. Phanes, ça veut dire secret. Non séparé. Je vous dis tout cela, c'est pour que vous puissiez bien situer ce qui se passe avec Platon, et avant lui et après lui. La cité grecque, c'est un lieu où on sort du monde sacré pour entrer dans un monde profane. Et ça pose beaucoup de problèmes. Je ne vais pas y revenir, j'avais développé ça longuement l'année dernière. Donc, si ça vous intéresse et vous n'étiez pas là, eh bien vous pouvez aller voir sur le site de pharmacon.fr. Alors, quoi qu'il en soit, Orphée, Homère, Hésiode, etc., ce sont des inoubliables. Ces inoubliables, il en est question dans l'apologie de Socrate. L'apologie de Socrate est un dialogue aussi du début de l'histoire de Socrate. Il y a 3 grands textes qui racontent la mort de Socrate, enfin la condamnation de Socrate, c'est l'apologie de Socrate, le Criton et Phédon. L'apologie de Socrate, c'est vraiment la manière dont Platon a consigné comment s'est passé le procès. Grosso modo, il n'y a pas que lui, d'ailleurs, Xénophon l'a fait aussi, il y en a d'autres. On a perdu les traces, mais on a les traces de Xénophon et de Platon. Et à la fin, vous le savez sans doute, parce qu'en tout cas je l'ai dit dans ce cours l'année dernière, à la fin, il dit, mais de toute façon, je m'en fous pas mal. Il peut m'arriver n'importe quoi, dit Socrate. Je m'en fous pas mal parce que j'ai pas mon amant qui est à moi, mais je vais me trouver bientôt en compagnie d'Orphée, de Musée, d'Hésiode et d'Homère. C'est-à-dire ceux qui sont là. Il est effectivement avec eux. Vous voyez bien qu'il est avec eux là.
Il est là, Socrate. Et vous voyez bien qu'il y a Orphée, Hésiode et Homère. Et puis ma grand-mère et mon grand-père. Donc c'est vrai, il ne mentait pas. À la fin de son procès, il a dit « Bon, ben, je la boirai, votre ciguë. » Je m'en fous pas mal. Je vais me trouver avec ceux qui produisent les rétentions secondaires collectives, je vais devenir un souvenir commun. Je vais devenir un inoubliable. Vous ne m'oublierez jamais. Et je serai votre honte, d'ailleurs, à vous, qui m'avez condamné. De ces héros, dont Socrate est un cas, Alceste est une autre figure. Alceste, c'est la femme d'Admète, qui a décidé de mourir à sa place, et dont Phèdre, dans le banquet, parle. Il commence en disant, c'est le début du discours de Phèdre, qu'est-ce que c'est que l'amour, qu'est-ce qu'Éros? Il dit, il commence en disant, les amants seuls savent mourir l'un pour l'autre. C'est-à-dire que, pour Phèdre, dans ce dialogue, l'amour est dans un rapport essentiel à la mort. Aimer vraiment, c'est être capable de mourir pour. Voilà. Si on n'est pas capable, on dirait dans un autre langage, de se sacrifier, si Alceste n'avait pas été capable de se sacrifier pour Admète, elle n'aurait pas vraiment aimé Admète. Mais comme elle l'a vraiment aimé, elle a consenti à mourir pour son époux, comme dit Phèdre ici, elle se sacrifie pour lui. Eh bien, les dieux en font une héroïne. Ils ont rappelé son âme de l'Hadès, comme dit ici le dialogue. Et c'est parce qu'elle aime à mort qu'elle devient une inoubliable. Ça, c'est une peinture anglaise d'Alceste. J'ai oublié le nom du peintre. Les dieux ramènent son âme de l'Hadès, dit le dialogue, par admiration pour son héroïsme, tant ils estiment le dévouement et la vertu qui viennent de l'amour. C'est tout ça que disait le mythe de Perséphone dans Ménon, et c'est là qu'il parlait des héros sans tache, qui sont honorés parmi les mortels comme des inoubliables. Ces héros qui sont, par exemple, grands par la science ou par la force, dit Socrate ici, enfin c'est pas Socrate, il cite le mythe, eh bien ce sont ceux qui produisent des souvenirs communs, y compris comme le théorème de Pythagore, ou je ne sais quoi, c'est-à-dire ce sont tous ceux qui tracent l'héritage, ce que nous appellerions l'héritage culturel de la société dans laquelle nous vivons, et ce que j'appelle moi le fond pré-individuel. Ce pré-individuel est donc formé par une sédimentation de couches qui se déposent. J'avais présenté l'an passé d'ailleurs comme une sédimentation calcaire, des couches de ce que j'appelle donc des rétentions secondaires collectives, et ces rétentions secondaires collectives forment ce que j'appelle du transindividuel. Ce transindividuel qui se dépose dans le fond pré-individuel dont nous héritons, eh bien, il est constitué de rétentions secondaires collectives qui ne sont pas compatibles entre elles. Ça, c'est très très important. Il y a entre ces rétentions collectives des incompatibilités. Et c'est ça qui va faire la dynamique du système, qui va faire que la spirale continue à s'écrire. Il y a une dynamique parce qu'il y a des choses incompatibles dans ces choses-là. Quand je dis incompatibles, ça veut dire par exemple qu'il y a des contradictions. Il y a des contradictions, et les individus qui vont s'individuer, qui vont individuer le pré-individuel, eh bien, ce sont ceux qui vont incarner des résolutions de contradictions. Ils vont, comme dit Simondon, on le verra tout à l'heure, résoudre des problèmes, ce que Simondon appelle des problèmes. Gilles Deleuze aussi, d'ailleurs, parle de problèmes. Donc, le pré-individuel, qu'est-ce que c'est? C'est l'ensemble de rétentions secondaires collectives, partagées, des souvenirs partagés par plusieurs, parfois par tout le monde, qui sont des souvenirs de ce que nous n'avons pas vécu, mais qui nous est transmis, qui forment un potentiel d'individuation et que relie le transindividuel. Le transindividuel reliant tout cela en tant que, et là j'utilise une expression de Heidegger, un jeu de renvoi. En allemand c'est Verweisung, ou Verweisungsganzes, c'est-à-dire jeu de renvoi, système de renvoi. Qu'est-ce que c'est que ce système de renvoi pour ceux qui ont lu ou qui voudraient lire Être et temps? C'est un extrait, c'est le 17e paragraphe de Être et temps.
Dans ce texte, Heidegger dit le monde est constitué de relations entre des signes et des outils, dit-il, fondamentalement. Et ça constitue un jeu de renvoi. Moi, ce que je soutiens, et je quitte très vite Heidegger et je passe chez Simondon, je soutiens que ce que j'appelle les rétentions secondaires collectives sont en rapport les unes avec les autres, sont nouées par des relations. Et ces relations, qu'est-ce qu'elles forment? Du transindividuel. Du transindividuel, ce que Wittgenstein appelait de la signification. Et dont il disait, la signification, c'est l'usage. Des règles, autrement dit. Wittgenstein disait la signification d'un mot, c'est la manière dont on s'en sert. C'est tout. Donc un mot a autant de signification que